Hydro-Québec est heureuse de réchauffer votre place au salon. Bonsoir. À bien brancher ce soir, nous vous ferons visiter les coulisses de l'option théâtre de Saint-Hyacinthe afin de vous montrer les dessous préparatifs d'une pièce de théâtre. Et nous vous parlerons de la sortie d'un nouveau livre à Saint-Hyacinthe, ainsi que du lancement du projet Vive le monde de la francophonie qui a eu lieu le 21 novembre dernier à Montréal. Ce soir à l'émission Bien branchée, on se sentait un petit peu curieux, donc on a décidé d'aller voir ce que les étudiants de l'école de théâtre de Saint-Hyacinthe sont en train de nous préparer comme deuxième exercice public. Alors bonjour Mélanie, toi tu es la conceptrice sonore de ce spectacle. J'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu en quoi consiste le travail d'une sonorisatrice. OK, le travail consiste à, premièrement, à lire le texte et avec la metteur en scène, on discute de l'époque et de la musique de cette époque-là. Donc on est parti, on a fait une recherche premièrement de l'époque. Là en ce moment c'est l'Allemagne entre les années 20 et 40. Donc c'est la musique de cette époque-là qu'on cherchait. Et ensuite, on décide de l'ambiance qu'on veut apporter à tout l'ensemble du spectacle. Et puis, c'est ça. Pour le moment, c'est ce que je peux répondre. Pour ce spectacle-ci, on a un gros contraste. On a le clownesque, puis on a le satirique. Le spectacle devient de plus en plus dramatique, finalement, au niveau sonore, là. Donc, c'est important de faire de la recherche musicale et sonore. OK. Puis là, vous êtes entré en salle, on voit tous les équipements. Là, pendant le spectacle, qu'est-ce que vous faites? Vous manipulez, là, vous êtes en intensité, je pense. Ouais, c'est quoi un peu le travail quand vous rentrez en salle? Le travail d'entrée en salle, premièrement, c'est le montage de l'équipement de son, je pense. Oui, c'est ça. L'équipement de son. Ensuite, on fait les intensités. On est encore en train de finaliser des bandes. Là, on a fini, mais il y a toujours des petites retouches à faire. Quand on arrive en salle, c'est toujours différent avec les enchaînements. Et puis là, on va avoir un premier enchaînement samedi. Donc là, on va plus savoir à quoi ça va ressembler. Puis donc là, c'est des intensités. Anne, toi, tu es au décor. Tu peux t'expliquer un peu c'est quoi être conceptrice de décor pour un spectacle? Bon, moi, sur le spectacle, je suis assistante au décor. Donc, j'avais à construire le décor. La conceptrice, elle avait comme mandat de répondre aux exigences du metteur en scène, répondre aux exigences d'un texte qui était de 40 ans. Puis ça a été quoi votre démarche, vos recherches pour arriver au résultat qu'on a vu? Bon, on a beaucoup travaillé, on a fait beaucoup de recherches parce que c'est un show allemand. Donc, on est allé dans plusieurs instituts pour faire de la recherche sur plusieurs créateurs allemands de l'époque, de 1920. Puis, après ça, on en a discuté avec la metteur en scène, puis on a essayé d'établir un concept avec ses idées à elle, son idéologie de la pièce. Puis toi, Jenny, tu es à la peinture. En quoi consiste ton travail à la peinture pour un décor? On part de la maquette, puis on fait la maquette intégrale en 10 fois plus gros. Puis j'imagine qu'il faut faire une petite recherche aussi pour la peinture. Il faut aller avec l'époque. Oui. Oui. C'est ça, non mais il y a des imitations. J'imagine que dans le temps, les couleurs, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Non, mais
Ce qui est important surtout, c'est que les couleurs nuisent pas à l'ensemble de la pièce. Il ne faut pas aller dans des couleurs trop pâles pour ne pas nuire au teint des comédiens. C'est surtout ces choses-là qu'il faut faire attention en tenant compte de la maquette toujours. Allô Véronique, toi tu es au costume sur le spectacle. Peux-tu nous expliquer c'est quoi ta job sur le spectacle? C'est de concevoir les costumes, de répondre aux besoins du metteur en scène, ce qu'il désire, puis de faire en sorte pendant la production que toute la conception qui a été faite, que ça soit réalisé. Puis dans ta réalisation, là, il y a beaucoup d'essayages avec les comédiens, donc tu as quand même beaucoup de contacts avec eux, il faut que ce soit de la bonne grandeur. Oui, bien surtout pour ce spectacle-là, il y a à peu près, chaque comédien a à peu près 3 à 4 costumes, c'est pas plus. Puis donc ils viennent souvent au costumier pour faire des essayages. Oui. Puis ça a demandé quand même une recherche, l'époque, les tissus, c'est-tu compliqué pour un show qui se passe il y a quand même presque 100 ans? C'est compliqué dans le sens qu'on peut pas tout savoir tout de suite. J'ai fait ma recherche toute, mais il y a plein de détails qu'on ne sait pas encore. Tu sais, les sous-vêtements, tout ça, là, c'est beaucoup de recherche pour l'époque. Bonjour Émilie, toi tu es l'accessoiriste sur le spectacle. Peux-tu expliquer c'est quoi ton rôle, qu'est-ce que tu fais en tant qu'accessoiriste sur la production? OK. L'accessoiriste, sa tâche concerne à fabriquer ou trouver tous les accessoires que les comédiens vont manipuler pendant le show. Ça peut partir d'un ustensile jusqu'à un cadre de porte ou tout ce que les comédiens jouent avec. C'est bien important, il faut que je veille à la sécurité des objets. Puis il faut que les comédiens soient confortables vis-à-vis de l'accessoire aussi. Puis là, vu que c'est un spectacle d'époque, bon, quand on a besoin d'ustensiles, comme tu disais, j'imagine qu'il faut que ce soit les ustensiles de l'époque, donc il y a quand même un certain travail à faire de ce côté-là. Oui, puis non, parce que Carl Valentin, il y a un univers imaginaire beaucoup. Puis le contemporain se mélange beaucoup avec l'historique. Fait qu'on peut inclure des fourchettes ou quoi que ce soit contemporain à l'intérieur de la pièce, puis ça passe très bien. Tant que ce soit en argent ou que ça a l'air quand même en quelque part d'époque. Ça, c'est un peu le concept que vous avez établi avec la metteur en scène, de pouvoir justement mettre des choses qui sont contemporaines dans le spectacle. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est quoi, ça ici? Ça nous intrigue. Ah, ça, c'est une machine à vent, parce que dans le spectacle, il y a un studio radiodiffusion. C'est pour les bruiteurs. Dans le temps, bon, ils faisaient tous les bruits en studio. C'est la machine à vent qu'on va retrouver dans le spectacle. Elle permet de faire du gros vent ou du petit vent, dépendant de la vitesse qu'on la tourne. On peut-tu l'essayer pour voir qu'est-ce que ça Tu peux fait? le faire, Martin. Je te laisse le plaisir de la faire, parce que moi, je la pratique souvent. Tu tournes la poignée vers nous autres, c'est super important. C'est un petit vent léger. Puis il accélère. On va te le rendre. Oui, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci de rien. Bonjour Lison. J'aimerais ça que tu expliques aux gens, c'est quoi ton rôle, toi, dans la production ici? Moi, je suis assistante metteur en scène et régisseur, deux rôles donc qui sont assez connexes, là, qui sont toujours ensemble. Régisseur, ça veut dire, c'est moi qui, pendant le spectacle, dirige le show. C'est moi qui donne les cues, les effets spéciaux qui arrivent. Et puis, tout le long de la production, je fais les horaires pour les comédiens. Je suis toujours avec les comédiens, dans le fond. Je fais les horaires, je m'assure qu'ils ont un local de répétition, je m'assure qu'ils sont bien corrects. Assistant metteur en scène, je note la mise en place. Tout ce que le metteur en scène veut comme technique, moi je m'assure que ça peut être fait. Je fais le lien entre le concepteur d'éclairage, de son, de décor pour que les messages passent tous, que tout le monde parle d'un même langage. Puis en gros c'est ça, c'est de diriger pour que la production, c'est la logistique beaucoup, là, que la production aille dans le même sens, avec ce que veut le metteur en scène, sa vision du spectacle. Fait que c'est ça, toi, un peu, tu es le pilier central qui transmet toutes les informations du metteur en scène à tous les concepteurs. Si les concepteurs ont des questions, c'est à toi qui les demandes pour le metteur en scène.
C'est ça, dans le fond, direction de production, direction technique et régisseur, c'est trois qui sont toujours ensemble, là, c'est eux autres la logistique, la tête de ce show-là, dans le fond. Là. Ben c'est ça, si la metteur en scène ne peut pas être là, parce qu'elle ne peut pas être là 24 heures sur 24, puis il y a tout le temps plein de questions, des petits détails qu'il faut régler. Moi, je sais c'est quoi la pensée, en gros, là, du metteur en scène. Parce que tu travailles tout le temps avec la Ben metteur c'est ça, en on scène. est toujours ensemble, là, je la suis partout, il y a des réunions avec les concepteurs, puis elle, moi je suis tout le temps là, je prends des notes. Donc s'il y a des problèmes, ils viennent me voir, puis si moi je suis pas capable de leur répondre, ben je vais voir la metteur en scène. Puis c'est comme ça que ça se fait là. Puis là, tu as l'air essoufflé, c'est la job de régisseur, faut-tu être en forme Ouais. pour courir partout? Ben là, c'est parce que je suis en train de faire mon preset, puis c'est un gros show qu'on est en train de faire, puis ben c'est ça, là, c'est moi qui organise là, que tout le plateau soit libre, que les accessoires soient aux bonnes places, les costumes. Fait que c'est pour ça que je cours un petit peu là. Alors bonjour Louison Denis. Toi, tu es la metteur en scène de ce spectacle. On sait que les metteurs en scène, bon, on les connaît en tant que directeur d'artistes, directeur de jeu, mais j'aimerais ça que tu nous expliques aussi c'est quoi le métier d'un metteur en scène à part de diriger les acteurs. C'est-à-dire que le metteur en scène, normalement, est responsable de toute l'approche d'un spectacle. Le concept général qui inclut costumes, décors, environnement sonore, toute la texture, la saveur qu'on veut donner à un spectacle, le point de vue qu'on veut donner au spectateur. Alors, dans le cas du cabaret Valentin, c'est très intéressant parce que cet homme a écrit au début des années 20 jusque dans les années 40, et c'est sûr que c'est très loin de nous. Donc, ça me demandait, ça exigeait que je le resitue dans le temps pour qu'on puisse l'apprécier à sa juste valeur. Parce que ce qui était considéré à l'époque comme quelque chose de très, très effronté, très osé, très différent, très original, aujourd'hui, quand on regarde les stand-up comiques qu'on a sur scène, peut-être que ça serait moins efficace si on faisait de la comparaison avec 1997. Donc, en tenant compte de ça, en étudiant son œuvre, en faisant un peu de recherche sur qui il était et comment il a bouleversé les choses à son époque, tout à coup, je me suis dit, oh, il faut que je développe un concept autour de ça pour le situer dans le temps. Alors, j'ai inventé un personnage de guide de musée qui nous amène faire un tour comme une rétrospective à Munich, en Allemagne, de 1923 à 1940 quelques, l'après-guerre, où on découvre le peuple de Karl Valentin, le monde les gens qui étaient ses muses, parce que c'est un homme qui détestait voyager. Il est sorti de Munich seulement à quelques occasions pour faire quelques petites tournées avec ses spectacles, mais il a quand même fait une 50aine de réalisations au cinéma. Et c'est à travers son œuvre cinématographique qu'on a vu la réflexion, sa pensée, et que c'était un comique, mais c'était un comique qui charriait l'humour noir. C'était un comique basé sur une réflexion et une espèce de questionnement, un grand questionnement satirique sur la petite bourgeoisie de son époque et sur la banalité du quotidien. Peut-être sur l'impuissance qu'on a, chaque individu, à changer notre vie. Entre nos rêves et notre réalité, il y a beaucoup, beaucoup de marge. Et puis c'est ce que Karl Valentin a compris. OK. Puis après toute la recherche que tu as faite, toi, sur l'époque, c'est toi un peu qui dirige chaque concepteur comme au décor. Toi, tu leur proposes quelque chose. C'est la même chose aux éclairages. Puis... C'est-à-dire que ça fonctionne différemment d'un spectacle à l'autre. Dans celui-ci, j'ai choisi d'encadrer les gens parce qu'à cause du concept, de vouloir resituer ça dans le temps, à place de faire une série de petits sketchs dans le style qu'ils faisaient à l'époque, dans un même décor, ce qui était plus intéressant, c'était de découvrir l'homme dans son environnement. Donc, son environnement, ça suppose la ville de Munich. Donc, ça suppose plus qu'un lieu. Alors, je leur ai proposé de recréer une espèce de petit village. Donc, à la place d'avoir seulement qu'une scène, c'est dans ça que c'est plutôt unique pour le public, parce que même dans les grands théâtres, on n'a pas les moyens de se payer ça. C'est un luxe qu'on peut se payer à l'école, compte tenu du temps et de l'investissement des 28 créateurs, parce qu'ils sont 11 interprètes, mais ils sont 16 en production, et chacun d'eux, la plupart avaient des assistants, bien sûr, parce que c'est une grosse production, mais chacun d'eux a une part de ce concept. Moi, je les ai encadrés, je les ai orientés, je leur ai dit ce que je souhaitais, par exemple, que ce ne soit pas qu'un seul plateau, mais bien qu'on habite toute la salle, que le public soit entouré, que parfois il soit à proximité, que parfois il puisse voir à travers un cadre de porte ou entre deux bancs ou à côté d'un lampadaire. Alors, en les encadrant comme ça a stimulé le développement du décor que vous voyez présentement. À l'intérieur des sketchs qui demandaient énormément d'accessoires, il y a des choses qui sont d'époque, il y a d'autres choses qui sont pour le gag, comme il y avait à l'époque.
Il a utilisé, Carl Valentin, de tout, de la danse, du chant, du slapstick, du clown, de l'humour noir, du dramatique, de l'opéra. Il y a vraiment, à l'époque, les cabarets. Aujourd'hui, quand on entend cabaret, on pense Folies Bergère, les petites pattes en l'air, la chanson légère. Mais à l'époque, les cabarets étaient le lieu d'expression du peuple. Il a été l'instigateur des premiers cabarets parlants, parce qu'avant ça, c'était de la chanson, c'était de la danse. Mais là, il a instauré, lui, les sketchs. Il a instauré des textes qui disaient au monde, regardez, vous avez le droit de parole. Regardez, vous avez le droit de vous défendre. C'est lui qu'on appelait le père spirituel de Bertolt Brecht. C'est lui qui a été le point de départ, celui qui a ouvert les portes pour ce qu'on appelle le théâtre d'agit-prop. On appelle ça comme ça parce que nous, aujourd'hui, on appellerait ça comment? On appellerait ça le théâtre d'intervention, le théâtre de revendication. À l'époque, c'était comme un anti-théâtre tellement c'était effronté parce qu'on n'allait pas au spectacle et recevoir ça comme ça, tu vois, tout simplement un peu snob comme ça. C'était pas ça du tout quand on allait voir Carl Valentin. On allait se faire brasser. Alors, ce qu'il y a de merveilleux, et pour les concepteurs et pour les acteurs, c'est que comme il y a une série, c'est vraiment une galerie de personnages. Alors, ça permet, à la place de faire un duo de stand-up comique, c'est une série de personnages qui ne relèvent pas que du comique, mais d'une espèce de réflexion absurde. Ça bascule toujours dans l'absurdité. Alors, dans ce point de vue-là, tous les thèmes qu'il aborde, peu importe la banalité, ça devient universel. Ça fait partie de la vie de tout le monde. Parce que tout le monde, tous les matins, ou bien on cherche nos lunettes, ou bien on se chicane avec notre chum, ou bien on a des problèmes financiers, ou bien on se sent manipulé, ou bien on se sent impuissant. Alors, sa façon de manier la langue pour augmenter le ridicule de ces situations-là, ça suffit pour inspirer 28 personnes ici. Alors, la méthode de travail que j'ai choisie, c'est un work in progress. C'est-à-dire que j'ai orienté mon équipe. Au début, normalement, dans un théâtre professionnel, on a pendant des mois des rencontres avec les concepteurs avant, de façon à ce que le premier jour de répétition, le concept de décor, les accessoires, les costumes, les maquettes sont là, sont présentés, c'est coulé dans le béton, et ensuite on fait les répétitions avec les acteurs. Ici, contrairement à ça, dépendant des idées de chacun. Un jour, c'était une idée de l'accessoiriste, l'autre jour, c'était une idée de la personne qui faisait le concept de son, l'autre jour, c'était une information qui nous arrivait de la personne en communication. On intégrait toutes ces informations et on construisait à partir de la part de chacun, donc bien entendu à partir des personnages que le texte a inspirés aux acteurs. On a intégré tous ces éléments-là et ce que les gens vont voir, c'est ce que Carl Valentin a réussi à inspirer chez des gens qui ne le connaissaient pas du tout, ni d'Ève ni d'Adam, 50 ans plus tard. Alors c'est un hommage à l'œuvre de quelqu'un qui a bouleversé le monde artistique de l'époque. OK. Puis, bon, pour terminer, est-ce que tu peux nous dire en quelques phrases un peu ce que les gens... Bon, tu viens d'expliquer un peu ta méthode de procédé, mais est-ce que tu peux nous expliquer aux gens un peu qu'est-ce qu'ils vont voir en arrivant ici? Des surprises? Des surprises? On ne peut pas dévoiler? Ben, c'est mieux pas, parce que ça c'est plate. Non, ce qu'ils vont voir, je crois, c'est tout ce que je viens de décrire, cet univers qui part des années 1920 et qui nous amène jusqu'à l'après-guerre. Donc, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Et peut-être qu'un des plus beaux compliments qu'on a reçus la semaine passée, c'était que chaque acteur et chaque élément, que ce soit décor, costume, lumière ou environnement sonore, avait l'occasion à l'intérieur de ces sketchs-là d'être mis de l'avant. Donc, c'est rare, des fois, des spectacles sont axés sur la langue simplement, ou le jeu simplement, ou l'accessoire simplement. Alors que là, c'est vraiment imbriqué, comme à l'époque, un numéro de clown, un nono qui passe. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous? Il y a 2 répliques après où Valentin nous dit « L'artiste, c'est dans le sang. Le besoin d'être un artiste, le besoin de, des fois, faire le pitre, des fois, faire le dramatique, c'est dans le sang. C'est ça qu'on veut vous montrer. » Alors donc, c'est ce que les gens vont voir en arrivant ici, c'est d'abord une expérience unique parce qu'ils verront nulle part ailleurs 6 lieux où se passe le décor, où se passe l'histoire, dans 6 décors différents. Et je pense qu'ils vont être capables de voir ce spectacle n'est pas la signature Louison Dany, ce n'est pas un spectacle à la mode, à la tendance européenne actuelle, minimaliste. Ce spectacle est vraiment un reflet de ce qu'on retient de notre passé, de notre héritage. Alors, c'est ça qu'ils vont voir. Bien, on vous remercie beaucoup. On a bien hâte de voir ça. Puis on va vous laisser travailler. On sait que la première est bientôt, puis que vous avez beaucoup de travail. Merci beaucoup. Eh bien, pour ceux qui ont envie de venir voir le résultat final du travail acharné que tous les étudiants de l'École de théâtre de Saint-Hyacinthe ont mis sur le spectacle,
Ils sont en représentation du 5 au 13 décembre à 20h, ici même au Cégep, à la salle Léon-Ringuet. Alors, il y a une nouveauté à Saint-Hyacinthe. Un nouveau livre a vu le jour. Ça s'appelle « Au jour le jour à Saint-Hyacinthe ». C'est un livre qui relate de l'histoire de Saint-Hyacinthe. Le volume est de grand format, la couverture est rigide et il y a, pour le rendre certes plus intéressant, 384 pages couleur. C'est un livre à vous procurer absolument. Alors, évidemment, les quantités sont limitées. Dépêchez-vous à vous le procurer. Vous pouvez le prendre à l'imprimerie Masca, à la librairie Soli sur la rue des Cascades et aux galeries de Saint-Hyacinthe. Le prix est très abordable et c'est un objet de collection. Je vais essayer de vous raconter un petit peu tout ça, comment ça a débuté, qu'est-ce qui s'est passé, puis comment c'est arrivé. Le travail de recherche a commencé au début des années 1970. J'allais m'installer au sol du séminaire où étaient entreposés les journaux anciens. Pour ceux qui sont allés au séminaire, ils savent ce que je veux dire. C'est un endroit qui est très chaud et poussiéreux. Je copiais les articles à la main, puis une fois, sans trop savoir ce que j'étais pour faire avec, mais je les copiais parce que je me disais, il peut peut-être avoir quelque chose d'intéressant. De cette façon-là, j'ai lu tout le journal Le Courrier à partir de 1753, aller jusqu'en 1975. Je ne sais pas si vous savez ce que ça représente, mais ça prend du temps. Fort heureusement que dans ce temps-là, M. Vigneault, il y avait beaucoup d'annonces. J'ai lu une grande partie aussi du Clairon. Puis pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins habitués avec les journaux ici à Saint-Hyacinthe, il y avait également le journal L'Union et La Tribune. Ça aussi, je les ai regardés. Je ne les ai pas tous lus. Où je me suis attardé le plus, ça a été sur Le Courrier. Pourquoi sur Le Courrier? C'est que la collection que possède la Société d'histoire par l'entremise du séminaire, je pense que c'est la plus complète qui existe. Je ne sais pas si même le journal Le Courrier, en dehors de ce qui a été fait sur microfilm, en possède une copie. Je ne le crois pas. Hein? L'événement le plus ancien que je relate est celui du 25 octobre 1753. C'est la vente de la seigneurie par le deuxième seigneur. Puis l'événement le plus récent, là, c'est celui du 10 février 1974. C'est un petit peu l'histoire de la famille Fauteux sur la rue Giroir, une maison qui est juste en face de la cathédrale. Ça vous dit quelque chose? Une maison importante par les gens qui l'ont habitée. Comme je vous disais tantôt, le livre porte sur 366 jours parce que j'ai trouvé le 29 février 1876 un événement sur le père Dessol. C'est drôle hein, qu'on ait publié quelque chose ou qu'on ait quelque chose sur un 29 février. Il faut aussi se souvenir que ce n'est pas un livre d'histoire parce que je ne suis pas un historien. Mais c'est comme si nous lisions un journal. Rappelez-vous que quand on prend le journal Le Courrier, Le Clairon, on est telle date, on est tel jour, il se passe tel événement. Le livre, il se lit comme un journal, au jour le jour. Il y a eu lundi soir dernier le lancement du projet Vivre le monde de la francophonie à la Biosphère à Montréal. Le projet, qui a pris naissance à Saint-Hyacinthe, comptait plusieurs personnes d'ici.
D'ailleurs, l'interprète de la chanson thème n'est nul autre que Lynn Jaudoin, un talent de la région. Alors nous avons pris des images pour vous. C'est à la vie que je fais la cour, avec des mots, parfois sans détourner. J'ai pas le temps pour attendre, la seconde est unique. Pas 10 minutes avant, ma parole est musique. Na, 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 na. L'idée était de proposer aux jeunes du Québec et de la francophonie un projet à caractère théâtral qui permettrait de diffuser et de partager, au passage du 3e millénaire, un message d'espoir et de fraternité. Entre le rêve un peu fou et l'événement d'aujourd'hui, nous avons travaillé très fort pour structurer et faire connaître notre projet et pour obtenir les appuis nécessaires à sa réalisation. Aujourd'hui, la grande équipe de la Commission scolaire Saint-Hyacinthe et de la polyvalente Hyacinthe de l'Orme, en collaboration avec les commissions scolaires et les écoles secondaires du Québec, de même qu'avec ses partenaires et commanditaires, nous sommes très fiers de lancer officiellement le projet « Vive le monde de la francophonie ». Né de la volonté exprimée par nos éducateurs d'offrir à notre jeunesse une occasion unique de participer à un événement d'envergure internationale, soit le projet Vive le monde de la francophonie, ce dernier s'inscrit, bien sûr, dans la continuité de la tradition d'échanges culturels et de festivals de théâtre fortement implantés à la polyvalente Hyacinthe de l'Orme de notre commission scolaire. Il se traduira, d'ici l'an 2000, par de multiples événements et activités axés sur les thèmes de l'espoir, du rêve, de la culture, de l'échange international et de l'environnement. Voici plus précisément en quoi consiste ce projet, à la fois audacieux mais tellement emballant. Au cours de la dernière année, nous avons invité toutes les écoles secondaires du réseau québécois des commissions scolaires à participer à un projet de jumelage avec les écoles secondaires des pays de la francophonie. Nous leur avons demandé de former, dans cette perspective, une troupe de théâtre composée d'élèves qui seront au niveau secondaire en 98 et en 99. Jusqu'à maintenant, plus de 40 écoles se sont inscrites au projet ou ont manifesté leur intention de le faire. C'est grâce à ces écoles, à ces commissions scolaires, à ces éducateurs et à ces jeunes que le projet Vive le monde de la francophonie a pu prendre son envol. On s'est bien entendu pour travailler à un projet d'enthousiasme, à un projet qui, en quelque sorte, si j'ose me permettre cette exagération de langage, fait confiance à l'espoir. L'espoir qui est dans tous les jeunes qui nous joueront et qui nous entendront. Et l'espoir qu'il y a en eux capable de nous en donner de l'espoir, de nous en fabriquer d'autres et de répondre à nos espoirs si souvent déçus et si souvent inquiets et angoissés. C'est que cette pièce-là devait être jouée par des étudiants en art dramatique tout au plus, par de tout jeunes acteurs, donc par des gens qui nous feront peut-être... Hydro-Québec est heureuse de réchauffer votre place au salon.
Bonjour et bienvenue une nouvelle fois à Bien branché. Le 28, 29, 30 novembre dernier, au Centre des Congrès, il y a eu le Salon du quad et du VTT. Deuxième édition cette année. Il y a plein de beaux spécimens de VTT que vous avez pu voir, entre autres celui-ci, avec, on va essayer d'en sortir, avec toutes sortes d'accessoires pour les VTT. En fait, de tout pour les mordus. Alors, pour cette deuxième édition, au Salon du quad, il y avait encore plus d'accessoires que les années passées. Entre autres, regarde-moi ça, une mitaine, un cache-main, excusez les gars. Pouvez-vous m'expliquer un peu le fonctionnement? Okay. Le principe du cache-main, c'est de l'enlever et de l'installer le plus rapidement possible, le plus facilement possible. OK? Donc, ça sort, ça rentre, c'est facile. Le principe des anciens cache-mains, c'était seulement cette ouverture-là. Il fallait se battre avec la poignée pour réussir à le rentrer. Puis souvent, on venait pas à bout d'aller sur un Farman 400, exemple. C'était pas assez grand. Alors, on parle d'évolution, là, dans... L'évolution du produit a fait que l'ouverture est très grande. On peut l'installer sur n'importe quel 4 roues, motoneige. Tous les VTT, c'est sûr que ça va faire sur n'importe quel modèle. Et puis, il y a la poche qui est spéciale aussi, La poche est spéciale, on a 2 velcro, car notre tissu est 100% imperméable. Avec notre tissu, on a une membrane polyuréthane à l'intérieur qui empêche l'eau de pénétrer. Donc, on a rajouté 2 velcro pour être sûr que la neige ne passe pas. Vous pouvez mettre vos cartes de sentier, vos cartes de membre. Oui, d'ailleurs. Les commandes, l'espace est très grand à l'intérieur pour voir toutes nos commandes, tous nos boutons. Ça, on parle là, parce qu'on est au salon du VTT, mais ça peut être valable aussi quoi, pour les skidoo, pour d'autres choses? Toutes les motoneiges et toutes les VTT. Ah, c'est bien. Tous les modèles. On peut passer d'une grosse poignée à aller sur le danger, là, comme ça. On pourrait vous l'installer sur une petite poignée comme ça. C'est ajustable. Oui, c'est ajustable à toutes les grandeurs de poignées. Il y a aussi un col bien intéressant qu'on pourrait montrer. Oui, tu veux que je t'installe ça, hein? Ben oui, on va montrer aux gens à la maison. Regardez ça, mes amis. Jean va tenir ton micro, tiens. Je vais avoir besoin de ton aide pour lever tes cheveux. On s'installe comme ça. C'est chouette, hein? Alors ici, on voit le fonctionnement. Attends un petit peu, là. C'est ajustable, là. Il y a un velcro. Un petit peu plus loin. Tu as 2 soutiens latérales ici. Que tu passes sous le bras. Que tu viens rattacher ici en arrière avec le petit velcro, comme ça. Là, comme toi, là, il y a 3 ajustements. Là. Toi, tu n'as pas des grosses épaules, fait qu'on le met au plus petit. OK. L'autre côté. Alors, ça l'empêche de faire... unisexe, donc. C'est important de savoir que c'est une taille. En arrière, c'est facile d'attacher en arrière parce qu'il y a plusieurs ajustements pour la grandeur des coups. C'est universel. D'accord. La partie du bas est détachable. Du bas, ça détache. Ça, tes cheveux. La partie du bas est détachable. Pour un plus grand confort, dépendamment, parce qu'on en vend beaucoup pour des motocyclistes aussi l'été. Okay. Donc l'été, ils ont besoin de moins grande surface de protection. Ils prennent juste le collet du haut. Alors, cette partie-là sert surtout de pochette. Surtout la pochette l'hiver, les dames aiment bien mettre le maquillage. La protège du froid pour le plastron aussi, là, que le vent rentre dans le vent, l'eau, les gars qui font de la moto, quand il y a une pluie, une trop grosse pluie, ça rentre dans les zips, puis là, ça les mouille tout le plastron en avant. Avec ça, c'est parfait. Nos messieurs qui font du VTT ou de la motoneige, on arrive au gaz, souvent on cherche nos portefeuilles dans le fond de nos poches. Avec nos pantalons, c'est difficile d'accès. Donc, ils mettent leur carte pour gazer, leur change, le petit portefeuille ici en avant, c'est facile, juste des... Bon, ben, je vous remercie. Ça fait plaisir. Je suis en compagnie avec nul autre que Michel Barrette. Rock voisine, je suis Rock voisine. C'est pas l'habitude de lui dire Rock voisine. Allô, Michel. Bonjour. Toi, t'es porte-parole de Quaker State. Porte-parole du Crocodile, porte-parole surtout en fait semaine du salon Quad. Là, tu dis, c'est quoi Quad? Quad, dans le fond, on appelle ça avant les VTT, c'est les 4 roues. C'est les 4 roues, il y en a des millions de 4 roues. Alors moi, je suis porte-parole du salon des 4 roues, salon Quad.
ici à la... Pourquoi avoir été porte-parole? C'est-tu parce que toi-même, tu es un adepte du 4 roues? Ben, surtout parce que moi, je suis un adepte de tout ce qui roule. Tout ce qui a des moteurs qui avancent, là, moi, j'aime ça. Et ça, c'est connu. Et en plus, comme je suis moi-même porte-parole de Quaker State, et que Quaker State est une excellente huile à moteur, alors moteur égale huile, huile égale Quaker State égale Michel Barrette, c'est pour ça. OK. Ouais. C'est parce que tu es un bon acheteur, surtout peut-être de quoi. Bon vendeur, peut-être, surtout. Alors, t'en fais-tu du 4 roues, toi? Est-ce que tu veux que je sois honnête, là? Je sais que non. J'ai à peu près, oui, je sais, j'ai motoneige, moto, auto, tout ce que tu veux, et j'ai pas de 4 roues. Et là, depuis que je suis ici, il y en a 500 000 au Québec, 500 000 adeptes du 4 roues au Québec, puis moi, je n'ai pas encore été initié. Ben, je dis ça, mais en réalité, mon père en a un au chalet. J'en ai fait au chalet de mon père, mais moi, j'en ai pas. Parce que moi, comme je suis un peu fou, tu sais, on parle de sécurité, on parle de prévention, et le seul qu'il ne faut pas mettre dans les trails, c'est moi. Alors, ça me fait rien, moi, je peux pas marquer dans les trails, sauf que demain, on va être dans le journal. Alors, c'est correct. On sait qu'il y a des patrouilleurs. Oui, moi aussi. Déjà, j'ai de la misère avec les autres sur le chemin, mais eux dans le bois. S'il faut qu'en plus, ils me courent dans le bois, je suis fait de mon courir dans ma chambre à coucher. Alors, ici, ça doit vraiment donner envie, là, dans... Oui, pour ça, là, oui, parce qu'il y a des machines super, les couleurs, les équipements, les affaires, les vêtements, c'est un monde, hein, que je découvre en même temps que tout le monde, dans le fond. Je suis porte-parole d'un salon que je découvre. Ça serait une activité aussi que tu aurais sûrement envie de faire là, avec ta famille? Ça serait mieux que je le fasse avec la famille, parce que ça ralentirait un peu d'avoir les enfants en avant, en arrière. Il y a même des, j'allais dire un traîneau, c'est pas vraiment des traîneaux comme des embarcations, mettons qu'on peut traîner en arrière du 4 roues pour amener la famille. C'est magnifique, et on peut même aller dans des forfaits, dans des hôtels et tout. C'est fun. Michel, comment tu fais? Non, faut que je te le demande. Comment tu fais pour être partout comme ça? Partout? T'as de l'énergie. Attends, tu parlais des clones? Moi, j'ai été cloné. Il y en a 4. Il y a 4 Michel Barrette. Un scoop, mesdames et messieurs. Il y a 4. Il y en a un à Saint-Hyacinthe, il y en a un à Sainte-Foy, un à Los Angeles, un autre qui dort chez nous parce qu'il a travaillé hier. Merci. Ça fait plaisir. Bon salon. Merci. Salut. Alors, je suis ici en compagnie de Yannick Margeau. Allô, Yannick? Allô. Aujourd'hui, tu es porte-parole du Salon du Quad. Oui, bien, il faut dire du Quad, puis regarde, c'est marqué ici, Q-U-A-D, Quad, c'est VTT, c'est ATT, c'est tout ça à la fois. C'est 4 roues, c'est ça, Quad. Oui, puis je suis porte-parole du salon, du deuxième salon, c'est la deuxième année. C'est ça, c'est la deuxième édition. Ouais. Donc, tu as aimé ça l'année passée, parce que ça fait 2 fois que tu es là. Ah non, c'était... L'année dernière, il faut le dire, c'était la première fois. On savait vraiment pas à quoi s'attendre. On était en publicité un peu partout, là, comme on pensait. Puis ça avait quand même, ça avait bien été assez pour qu'on dise, OK, go, on en refait un autre. Puis cette année, je pense que c'est le double par rapport à l'année dernière. Je veux dire, tu pensais quelque chose, je veux dire, tu es ici depuis plusieurs heures, toi aussi, puis il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. C'est très difficile de se stationner. Par contre, il y a de la place. Alors, tu es satisfait du résultat? Oui, oui. Puis les organisateurs aussi, je veux dire, à la fédération, ils sont très contents. Au niveau des communications, ils sont contents. Les exposants sont contents. Les fabricants, les manufacturiers sont comme, ils en reviennent juste pas. Là. C'est comme, il y en a 2 nouveaux cette année, parce que l'année dernière, ils n'étaient pas tous là, on les nommera pas. Mais cette année, ils sont tous là. Puis ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, ils se sont mordus les doigts. La preuve, ils sont là cette année. Oui. Alors, toi, question personnelle, t'en fais-tu du 4 roues? Ben, je vais te dire, oui, j'en fais du 4 roues, c'est sûr. Tout ce qui roule, pas ce qui vole. Ce qui vole, là, parle-moi pas de ça, j'aille ça pour mourir. Mais tout ce qui roule, que ce soit la moto, j'ai fait près de 20 000 km cette année, mon auto, du camion, du 4 roues, j'adore ça. J'aime ce qui va vite. Mais il ne faut pas le dire, là, mais quand ça va vite, j'aime bien ça. On l'a dit. Est-ce que tu n'en possèdes un? J'ai un 4 roues, puis j'ai, je ne sais pas si tu peux le dire, là, mais j'ai aussi un vieux 3 roues. Lui, on le garde là, comme tirer les arbres, les affaires-là. Objet antique. Ben, je vais dire, c'est le fun, mais ça n'a pas la stabilité, puis c'est pas aussi fiable que c'était. J'ai de l'ouvrage à faire dessus, être certain de partir puis de revenir. Il faudrait que j'ajuste une coupe d'affaires, mais pour mon 4 roues, moi, c'est comme... Malheureusement, j'en fais pas assez à mon goût parce que, bon, je demeure dans les Basses-Laurentides, je travaille à Montréal tous les jours. J'arrive le soir, il est 6, 7, 8 heures, puis je repars le matin, il est 8, 9, 10 heures. Puis les fins de semaine où j'ai rien, là, oui, je vais aller me promener. Mais les fins de semaine où j'ai rien à faire, en général, il faut tout le temps que je redescende à Montréal le samedi ou le dimanche, fait que c'est comme, j'en fais pas assez à mon goût. Mais heureusement, comme on peut en faire pendant 12 mois, quand la neige arrive, ben, c'est pas grave, ma saison n'est pas finie, il faut ranger la moto, mais on n'est pas obligé de ranger le 4 roues. Puis quand l'été arrive, ben, on peut le garder aussi. Puis c'est ce que j'aime beaucoup de ça, c'est que t'es pas obligé, en fait, t'as pas besoin de le remiser. C'est comme, il est là, tout ce que tu as à faire, c'est vérifier ton huile, mettre ton essence dedans, parce que
c'est tellement facile, je veux dire, côté entretien, c'est plus comme c'était. Et heureusement, parce que si je m'étais fié à mon expérience de 3 roues, je suis pas sûr. Mais c'est ça, même les 4 roues ont évolué. Je veux dire, tout change. Puis les 4 roues aussi, regarde la preuve, la machine, c'est l'enfer. Ils sont rendus avec des 600 cc automatiques, des roues. Ça passe partout, cette affaire-là. Ça, c'est un monstre, un vrai de vrai. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que il n'y a pas juste les manufacturiers qui ont comme grandi puis qui ont suivi. Il y a pas juste les manufacturiers de 4 roues, il y a aussi tous les artisans. Je veux dire, regarde, ça a l'air de rien, là, mais c'est fait au Québec. C'est fait au Québec. Ils en font 3 versions avec une doubleuse. La doubleuse, tu peux l'enlever, c'est imperméable, c'est lavable à machine. Puis, visible aussi. Ah oui, tu as des bandes réfléchissantes dessus. Ils sont très sécuritaires. À part les vêtements, tu as plein d'accessoires. Il y a des compagnies au Québec qui font que des accessoires pour adapter ton 4 roues, pour être capable de mettre un réservoir à essence. C'est une longue randonnée à faire. Je veux dire, c'est un monde. Le monde n'a pas idée. Surtout si vous demeurez à Montréal ou dans les grandes cités, les 4 roues n'ont pas le droit. T'sais? Mais aussitôt que tu sors là, de la ville, tu as un 4 roues à toutes les portes, sinon 2. Alors, je crois, mesdames et messieurs, qu'on a affaire à un passionné ici de 4 roues, vraiment. J'aime ça, je suis fou de ça. Je suis ici en compagnie de M. Danny Gagnon, de la Fédération des clubs quad du Québec. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'activité quad ici au Québec? L'activité quad au Québec, c'est unique au monde parce que les véhicules quad au Québec sont regroupés par club, par réseau de sentiers de 14 000 km de sentiers. L'activité se pratique surtout en famille puis En réalité, il y a comme plusieurs clubs dans chaque région qui sont affiliés à la Fédération, c'est ça? Il y a 88 clubs au Québec qui sont affiliés avec la Fédération et il y a 18 régions administratives au Québec au niveau de la Fédération. Donc, c'est abordable pour tout le monde qui veut faire du 4 roues. Il y a un club pas loin. Il y a un club pas loin. L'activité est abordable, le véhicule est abordable et le coût d'entretien, maintenance et de roulage est abordable pour la famille moyenne du Québec. Ça se fait sous forme de randonnée un peu, les excursions, vos activités en fait? Les excursions, ça se fait sous forme de randonnée. Les activités des clubs, c'est surtout des randonnées et ça se fait aussi individuellement parce que les gens ont accès à 88 clubs, donc ils peuvent aller où ils le désirent au Québec quand ils le désirent. Et vous avez enfin votre salon qui est la 2e édition. Il va-t-il avoir une 3e édition? Effectivement, on est en 2e année. Oui, il va y avoir une 3e édition avec plusieurs nouveautés au niveau du tourisme, plus d'amélioration au niveau touristique pour savoir où rouler, tout ça, puis certainement des Américains aussi qui vont être ici l'an prochain. Au niveau du 2e salon, vous pouvez, on sait déjà que c'est un franc succès. Avez-vous d'autres choses à rajouter là-dessus? C'est un franc succès. On le doit surtout à nos exposants et à tous les intervenants du milieu du quad et aussi à la loi 43 qui a suscité beaucoup d'intérêt par les visiteurs. Je vous remercie, puis j'invite les gens l'année prochaine à venir voir la 3e édition, évidemment, du Salon du quad. Vendredi 5 décembre, nous sommes au restaurant La Cage au Sport où se tient la journée Dignité Partage. Dignité Partage, une initiative de Mme Sylvie Côté du Boulevard de l'Auto. Le Boulevard de l'Auto, cette année, s'est impliqué dans cette journée, en plus de fournir le président d'honneur qui est M. Philippe Lambert pour l'édition 97-98. La journée Dignité Partage, eh bien, c'est un coup de cœur pour les plus démunis de notre collectivité. Aujourd'hui, une partie des repas est